de mettre dans le chat. Donc, je vous rappelle que ce temps d'information est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, n'hésitez pas à couper dès maintenant votre caméra. Je vais faire rentrer encore les quelques personnes et on va pouvoir commencer. Donc, merci en tout cas de nous rejoindre pour ce dernier 1 heure pour l'autonomie avant les vacances d'été bien méritées, j'en suis sûre, pour tous. Vous avez été nombreux quand nous vous avions interrogé en fin d'année dernière à souhaiter que nous poursuivions l'information sur les différents handicaps et notamment l'autisme. Alors, souhait entendu. Et pour ce faire, nous avons convié aujourd'hui Adrien Lefebvre, qui est assistant de service social au pôle ressources adultes du CRA, du Centre Ressources Autisme. Merci Adrien d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, au programme de cette petite heure pour l'autonomie, tout d'abord un état des lieux des connaissances actuelles sur le trouble du spectre de l'autisme. Puis Adrien vous donnera quelques clés de compréhension sur ses conséquences et terminera par une présentation donc du Centre Ressources Autisme et de ses missions. Donc, je vais arrêter de spoiler la présentation d'Adrien et je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas, comme à l'accoutumée, de poser des questions si besoin dans le chat. On y répondra dans un second temps. Adrien, je vous laisse la parole. Merci Madame Martin. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on va lancer le PowerPoint. Vous allez présenter le programme, donc on fera le tour des connaissances, des conséquences du trouble du spectre de l'autisme, ou en tout cas quelques-unes. Et puis je terminerai sur une présentation du Centre Ressources Autisme. Juste avant de commencer, je me suis rappelé mes 10 années passées en pédopsychiatrie, où j'ai forcément croisé des personnes avec ce trouble. Et je me suis aperçu, en arrivant au Centre Ressources Autisme, que finalement, j'y connaissais pas grand-chose. Alors, on a des a priori, on a des représentations, on peut avoir quelques connaissances, mais c'est vrai que c'est vraiment au CRA que j'ai pu développer mon expertise et comprendre toute la complexité de ce trouble et des enjeux des politiques de santé autour de l'accompagnement de ces personnes, à la fois dans le repérage précoce pour le diagnostic, jusqu'au vieillissement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Et étonnamment, c'est pas en pédopsie que j'ai le plus appris sur ce trouble. L'idée aujourd'hui, c'est d'être à la fois efficace dans la communication, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le trouble du spectre de l'autisme, et puis de vous donner comme ça un premier aperçu de ce que ça peut représenter au quotidien. Voilà le programme. J'ai laissé tout de suite dans la présentation les ressources. Alors, elles sont extrêmement exhaustives. Simplement pour vous rappeler qu'on a un centre de documentation au Centre Ressources Autisme qui est bien achalandé. J'ai mis 2 QR codes sur la formation des professionnels, parce qu'on a aussi un service de formation. Et puis sur une action que j'apprécie beaucoup, sur les proches aidants, on peut sensibiliser, informer l'entourage des personnes avec autisme gratuitement, hein. C'est pris en charge par la région, et c'est aussi une ressource importante pour les familles et l'entourage des personnes qui sont touchées par le trouble du spectre de l'autisme. J'ai mis un kit pédagogique aussi qui a été fait par le gouvernement, qui est une synthèse sur l'ensemble des informations historiques sur l'autisme. Un petit lien vers une série sympa que j'ai découvert récemment, qui reprend comme ça aussi les particularités sur un format chouette. Et puis un livre qui m'a servi d'appui pour aujourd'hui, qui est Comprendre pour agir, le syndrome d'Asperger. On appelle plus communément aujourd'hui le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Moi, c'est plutôt mon public au Centre Ressources Autisme, mais voilà, il peut y avoir de la déficience associée, et vous le verrez ce matin. Mais en tout cas, c'est un ouvrage que j'ai trouvé assez sympa et que je vous conseille, entre autres, hein. Il m'aurait fallu plus de 20 slides pour vous présenter toutes les ressources, mais au moins pour ceux qui téléchargeront le PowerPoint, vous les retrouverez tout de suite. État actuel des connaissances.
Est-ce que le trouble du spectre de l'autisme est une maladie? Eh ben non, ce n'est pas une maladie. C'est un trouble neurodéveloppemental. Donc on va appeler trouble du neurodéveloppement tout ce qui va impacter le processus du développement du cerveau, processus qui se met en place très précocement, puisque déjà, intra-utérin, il va y avoir comme ça ce processus qui va se développer et déjà, il peut y avoir des trajectoires développementales, un petit peu différentes. Les troubles neurodéveloppementaux sont variables d'un individu à un autre évidemment et touchent, selon les chiffres que j'ai trouvés, environ 35 000 enfants par an. Ils vont impacter différents domaines, différentes compétences. Ça peut être l'intelligence, la communication, les apprentissages, la coordination, l'attention, l'émotion et la socialisation. L'ensemble de ces compétences repérées au niveau neurodéveloppemental vont, avoir des conséquences. On va retrouver, du côté de la déficience intellectuelle environ 1 de la population, qui va être touchée. Dans les troubles moteurs, hein, je vais me déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre pour que vous repériez, visuellement, qu'on appelait, dyspraxie, qu'on appelle maintenant, trouble, de la coordination, trouble du développement de la coordination. La dyspraxie touche environ, 6 de la population. J'ai dû déplacer, la vidéo pour voir ma slide. Les troubles des apprentissages sont mieux repérés. Tout ce qui va concerner la dyslexie, touche entre 5 à 17 des élèves. C'est forcément une donnée éducation nationale puisque les apprentissages se font, majoritairement à l'école. On va retrouver les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité qui vont impacter environ 5 des enfants, 2,5 des adultes. Les troubles de la communication, où on n'a pas trop de données chiffrées, mais ça peut aussi être impacté dans le cadre de troubles neurodéveloppementaux et enfin l'autisme qui touche environ 1 à 2 de la population. Les données ont été actualisées assez récemment et on est passé de 1 à 2. Heu, donc ça concerne quand même une partie importante de la population. Et c'est donc un handicap ou en tout cas ça peut mettre les personnes en situation de handicap, qui est non négligeable. Quelques chiffres, parce que je sais que vous en êtes friands. On considère aujourd'hui qu'il y a environ 1 des naissances, où on va, repérer en tout cas un trouble, du spectre de l'autisme. Donnée qui doit être sûrement actualisée parce que je vous dis la proportion a changé tout récemment, donc j'imagine que c'est plus, mais en tout cas aujourd'hui, moi j'ai pas trouvé d'autres chiffres. Ça peut ou ça va concerner environ 7 500 bébés par an, et on dénombre aujourd'hui 100 000 jeunes, impactés par les troubles du spectre de l'autisme et environ 600 adultes. Je suis sûr qu'avec la nouvelle stratégie qui va arriver et les progrès qu'on va faire dans le repérage et le diagnostic, ces chiffres sont fatalement voués à évoluer de manière très significative dans un futur très proche. Est-ce que l'autisme, c'est de la faute de la mère? On sait et depuis longtemps que non, hein, ce n'est pas, lié à des troubles de l'attachement ou à une relation de, mère-enfant qui serait, défectueuse a priori. Les causes, connues aujourd'hui sont à la fois génétiques. On sait qu'il y a des évolutions génétiques qui vont impacter la trajectoire développementale et vont avoir pour conséquence un trouble du spectre de l'autisme. Biologiques, hein, il peut y avoir des facteurs aussi, des naissances, compliquées, des soucis respiratoires par exemple peuvent aussi impacter, de manière significative le développement du cerveau. Environnementale, puisque dans le processus de l'enfant, l'environnement et la stimulation entre 0 et 6 ans a un impact sur la trajectoire développementale. Neurologique aussi évidemment parce qu'on est dans un trouble du neurodéveloppement et ce qu'on peut, retenir en tout cas, c'est que les causes sont à la fois multifactorielles et qu'à la fois on a du mal aujourd'hui à donner une cause. Hein, ce n'est pas possible aujourd'hui. Scientifiquement, il y a rien d'avéré qui va dire que, telle mutation génétique aura à 100 comme conséquence, un trouble du spectre de l'autisme. Il y a des éléments qui sont repérés, il y a des choses qu'on arrive vraiment à discerner d'un point de vue scientifique, mais malgré tout, il y a encore énormément de recherches pour mieux comprendre les causes et ce qui peut se passer au niveau neurodéveloppemental chez un enfant, qui pourrait expliquer, un trouble du spectre de l'autisme.
Le diagnostic, pour en parler tout de suite de manière un peu générale, il est évidemment médical. Il est posé par un médecin spécialiste, pédopsychiatre ou psychiatre. Il nécessite, en tout cas ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé, une évaluation pluridisciplinaire. Il est important de pouvoir faire appel à des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues, des neuropsychologues pour tester et évaluer l'ensemble des compétences qui peuvent être impactées par un trouble du spectre de l'autisme. C'est aussi avant tout un diagnostic clinique, c'est-à-dire que si les tests vont servir d'appui aux médecins, ils ne sont pas obligatoires, ils sont recommandés et il y a certains cas, et je l'ai connu en pédopsychiatrie, où le médecin, au vu des éléments, sans avoir fait passer les tests obligatoires ou recommandés, les tests recommandés, peut poser un diagnostic parce que cliniquement, l'observation et les éléments qui sont à sa connaissance permettent de poser le diagnostic. Ce qui est important au-delà du diagnostic, c'est aussi d'avoir une évaluation du fonctionnement de la personne. Comme les fonctionnements sont singuliers, avoir des éléments complémentaires pour bien comprendre aussi les particularités de la personne avec autisme est un élément très important dans le parcours diagnostique. Et enfin, c'est un diagnostic qui est évolutif dans le temps. La personne n'est pas, figée à un instant T dans ses difficultés ou ses particularités. Ça donne, ce schéma qui n'a aucune valeur scientifique, qui est un schéma illustratif pour vous expliquer, que la trajectoire développementale d'un déficient intellectuel, par exemple, qui serait la ligne bleue, elle va être plutôt continue et régulière dans le temps. Chez un neurotypique, une personne qui n'a pas de trouble neurodéveloppemental, là aussi, la trajectoire développementale sera, a priori, plutôt régulière. Chez un autiste, la ligne jaune, les choses peuvent être extrêmement, discontinues avec des régressions, importantes par moment et puis des progressions aussi importantes par moment. Tout l'enjeu de la rééducation permettra d'influer de manière très significative dans cette trajectoire développementale et on sait que plus une personne est stimulée, plus il y a de chances que sa trajectoire, évolue vers «la norme» entre guillemets, avec une qualité de vie aussi à l'arrivée qui sera meilleure. En tout cas, la stimulation et la rééducation est un facteur important pour réguler et faire en sorte que cette courbe, qui je le répète n'a aucune valeur scientifique, soit, la plus haute possible. Est-ce que l'autisme est un manque d'intelligence? Non, la déficience intellectuelle n'est pas un critère qui va permettre, de poser ou pas le diagnostic. On parle aujourd'hui de dyade autistique, ça a aussi un petit peu changé, dans les nouvelles versions des manuels de psychiatrie qui servent à classifier un petit peu toutes les pathologies ou les troubles. Mais on retient aujourd'hui en tout cas 2 choses importantes, des difficultés de communication et des difficultés dans les interactions sociales qui vont constituer, une première unité, au niveau des compétences et de l'autre côté, le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. La classification aujourd'hui du DSM-5, donc du manuel de psychiatrie américain, catégorise 3 formes d'autisme, la forme sévère, moyenne et légère. Et dans ces domaines, il y aura un impact significatif sur les difficultés de cette dyade autistique, donc des difficultés de communication et d'interaction et le caractère restreint, des intérêts ou des comportements, avec une frontière mince, sur les traits autistiques où finalement on ne va pas retenir le diagnostic, mais il n'empêche que la personne va quand même avoir, des difficultés ou des particularités, mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour poser le diagnostic. Les critères en tout cas du DSM-5, il faut avoir absolument 3 critères sur 4 dans les difficultés de communication et des interactions. Je vous en ai mis, quelques-uns de critères, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ça peut être la compréhension des gestes, le non-verbal, le contact visuel ou des difficultés de communication, soit expressives, soit réceptives. De l'autre côté, sur le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités, il faut avoir 2 critères sur 4, par exemple des rituels, des routines, mais je préciserai un petit peu plus tard ce que ça recouvre, ou alors des pensées rigides, qui est aussi une caractéristique des personnes avec TSA.
Le diagnostic recouvre vraiment des trajectoires et des particularités qui peuvent être extrêmement hétérogènes et variables d'un individu à un autre. Là aussi, je vous ai fait un schéma qui n'a aucune valeur scientifique, qui est encore une fois un schéma illustratif, qui peut, en tout cas, qui a pour intérêt de montrer que si on prend la ligne bleue sur un autiste sans déficience intellectuelle, la personne aura d'excellentes qualités de communication avec un langage verbal très important, des intérêts restreints qui vont être extrêmement présents. Je peux vous en donner un pour illustrer. Passion cactus. Voilà, la personne adore les cactus et ça lui prend énormément de temps, de recherche, de prendre soin de ses plantes. Donc cette passion va être très importante. Une intelligence normale, voire supérieure, de très bonnes compétences intellectuelles. Par contre, au niveau des interactions sociales, extrêmement déficitaire. Il manquera les codes, il ne saura pas initier une conversation, il ne saura pas quand ça se termine. Il a beau avoir de bonnes compétences verbales, malgré tout, quand il est avec quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. On va retrouver la ligne blanche, qui sera aussi un TSA sans déficience intellectuelle, où là, par contre, la communication sera beaucoup plus déficitaire. Les interactions sociales seront aussi très compliquées. Cela dit, au niveau de l'intelligence, de bonnes compétences intellectuelles, et on retrouvera quand même des passions envahissantes ou des intérêts de prédilection qui sont très importants dans son quotidien. Le TSA moyen aura des capacités de communication moyennes, des interactions, ça ne sera pas si nul, mais il y aura quand même des difficultés à se normer et à se socialiser. L'intelligence aussi sera normale, on ne sera pas dans le champ de la déficience intellectuelle, et les intérêts restreints prendront une place très importante, mais pas tant que ça. Et pareil, malgré tout, le diagnostic sera avéré et le TSA sera bien présent quand même. Et enfin, les TSA sévères, en général, un des critères de sévérité, c'est la déficience intellectuelle. Ça a un impact quand même dans le diagnostic. Et donc la communication sera très déficitaire. On sera sur un autiste non oralisant ou non verbal. Les interactions seront fatalement très impactées. Et malgré tout, on retrouvera des intérêts restreints qui ne seront pas forcément du type d'une passion débordante, mais plutôt dans des recherches sensorielles. Hein. On va retrouver des profils comme ça, où ils vont beaucoup chercher de la stimulation sensorielle. Ces 4 cas complètement inventés sont là simplement pour vous illustrer que vraiment d'une personne à une autre et dans le temps, les choses peuvent évoluer de manière extrêmement significative. On retrouve des comorbidités, ce qu'on peut appeler plus vulgairement des troubles associés. C'est qu'effectivement le TSA ne peut pas être uniquement le diagnostic pour certains. On va en général retrouver des troubles du sommeil importants, d'autres troubles neurodéveloppementaux, donc on peut être TDAH, donc avoir un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et du TSA. On peut évidemment avoir du TSA et de la déficience intellectuelle. On retrouve aussi des difficultés alimentaires avec des personnes qui sont très sélectives au niveau de leur repas. Ça fait partie des troubles associés repérés. Des troubles moteurs, en général, c'est des personnes qui sont plutôt gauches et maladroites, ou des difficultés psychiatriques, notamment pour le public que j'accompagne, avec des dépressions, hein, qui peuvent être aussi assez repérées dans le parcours et donc des troubles associés. Les conséquences de tout ça. Donc la dyade reprend des difficultés de communication et des intérêts restreints. La communication, elle est expressive et réceptive. Alors ce que je vous dis est d'une banalité affligeante, mais c'est un point important pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend par communication. C'est donc transmettre et recevoir des informations, des idées, des besoins et des sentiments. Elle est à la fois verbale et non verbale. Elle va englober à la fois les gestes, les regards, les expressions faciales, qui ont une part très importante dans le décodage d'un point de vue de la communication, et évidemment le langage comme code socialement partagé. La communication implique évidemment un partage et une interaction. Chez les autistes qui sont dyscommunicants, je l'ai noté peu ou non verbal, mais c'est surtout une question d'oralisation, d'exprimer à l'oral ses émotions, des informations. Ils expriment en tout cas, les autistes non verbaux,
il s'exprime de façon peu interactive. Ce qui veut dire qu'il y a quand même de la communication, mais elle n'est pas forcément adressée et efficiente. Ils peuvent partager leurs intentions, il y a quand même, une intention de communication, soit par des cris, soit par des gestes. Ils vont parfois tirer la jambe, ils vont pointer ce qu'ils veulent, ils vont quand même, dans des expressions faciales, partager une douleur ou une joie. Pour certains, ils vont utiliser des sons, des mots, voire des phrases. Cela dit, ça ne sera pas un langage articulé complet et leur intention, même chez les autistes, non verbaux, bah, c'est quand même de transmettre une information, de faire une demande, de protester quand ils ne sont pas contents ou quand il y a un problème, d'attirer l'attention de l'autre, pour, obtenir ce qu'ils veulent, dire bonjour ou commenter. Simplement, ils n'auront pas le langage articulé complet pour, s'exprimer et passeront, par d'autres biais. Pour ces personnes-là, il faudra donc inventer des nouveaux moyens de communiquer et pour ceux qui connaissent un petit peu l'autisme, bah, vous le connaissez, hein. L'image avec le «s'il te plaît» et la personne qui fait un signe, c'est le Makaton, qui est un langage signé. On peut utiliser des pictos avec le picto «je veux». On créera, le plus possible des moments ou des situations où ils seront amenés à communiquer pour améliorer, bah, la réciprocité de la communication et un des bons supports avec les plus jeunes comme les moins jeunes, c'est de passer par le jeu et l'image que j'ai mis en bas avec le petit garçon et le stop, bah, c'est déjà peut-être dans le jeu de commencer par apprendre le chacun son tour. Si la personne comprend qu'il y a un chacun son tour, bah, il y a de l'autre et à ce moment-là, il y a déjà quelque chose, d'une interaction sociale qui va se mettre en place. On le sait, les autistes sont des penseurs visuels. Bon, tout ce qui va venir appuyer visuellement la communication sera précieux et nécessaire pour certains pour, mobiliser cette compétence-là et on travaillera à l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est simplement, quand 2 personnes se fixent sur le même objet, et que là aussi, pour la personne ou l'enfant, bah, il comprend qu'il y a de l'autre et si je montre un jeu, et ben, l'enfant va bien comprendre qu'ensemble, on regarde le même objet, le même jeu ou qu'on va essayer de faire une activité ensemble. Tous ces supports-là, permettront à la personne qui a des grosses difficultés de communication, de mieux se faire comprendre et de mieux comprendre les autres et ça sera tout à fait bénéfique, dans sa trajectoire développementale et a fortiori dans son parcours de vie. Chez, les autistes avec de bonnes compétences verbales, malgré tout, il y aura quand même, certaines difficultés. Tout ce qui est non verbal, le langage du corps, les gestes, les mimiques faciales peuvent être, compliqués pour eux à décoder. La réciprocité émotionnelle et sociale, ce qu'on va appeler vulgairement aussi l'empathie, se mettre à la place de l'autre dans dans une communication, dans une interaction sera compliqué et créer, maintenir des liens sociaux, va, aussi être une difficulté que peuvent rencontrer par moment certains autistes avec de bonnes compétences verbales. Comme je l'ai dit aussi, ça va donner, comme conséquence des difficultés d'adaptation à son interlocuteur et au contexte. Soit, la personne ne va pas comprendre que ce qu'elle est en train de raconter n'est pas adapté au contexte. C'est comme si je faisais une énorme digression ce matin et que je me mettais à parler des travaux qu'il y a dans ma rue. Ce n'est une information qui n'est pas adaptée au contexte. Ou alors, ne pas se rendre compte qu'on dérange, que ce qu'on raconte est ennuyeux. Et pour eux, ça ne fait pas sens. Ils ne vont pas arriver à décoder ces informations-là. Dans la conversation, les compétences conversationnelles, ils ne savent pas quand démarrer une conversation, ce qu'ils doivent dire, ce qui est adapté ou pas et ils ne savent pas terminer une conversation. L'avantage, de mon public, c'est que, quand, j'estime que la conversation est terminée, bah, je vais le dire. Je vais: «Voilà monsieur, je vous informe que je vais raccrocher». Ça peut paraître un peu sec de l'extérieur. Cela dit, pour les personnes avec autisme, c'est, une information précieuse parce qu'ils ne vont pas se rendre compte dans les intentions qu'on va mettre fin à une conversation. Pour les personnes qui ne sont pas, dans ce type de difficulté, ça se fait de manière innée. On sent qu'une conversation va se terminer, le ton va nous donner des informations qu'on va, traiter automatiquement sans même y penser. Pour les personnes avec autisme, c'est pas inné et donc c'est important parfois de, mettre des mots clairs sur nos intentions et de les aider aussi à mieux comprendre comment les autres fonctionnent et on va retrouver quand même des difficultés de compréhension, et d'utilisation du langage.
Pour vous illustrer tout ça, j'ai pris 4 exemples. Sur la partie non verbale, la bulle, on peut imaginer que cette personne s'ennuie profondément. Hein, c'est une réunion, et la personne n'est pas hyper, concernée ou, sensible à ce qui est en train de se jouer. Pour un autiste, cette, émotion-là ne fera peut-être pas sens. Peut-être qu'il se dira, «Quel rêve», mais imaginez que la personne puisse s'ennuyer sur simplement le langage du corps et cette expression faciale pourra lui échapper. Sur la partie compréhension, j'ai pris cette expression, c'est une professionnelle et c aussi qui m'avait partagé ça. Une expression banale, p mourir de rire. «Je suis mort de rire». Une personne avec autisme peut s'angoisser en se demandant d'une manière très, pragmatique: «Est-ce que si je ris, je vais mourir? Est-ce qu'il y a des gens qui meurent vraiment en riant?» Et cette expression un peu banale peut avoir des conséquences, importantes parce qu'elle n'est pas comprise. Il y a un gros malentendu autour de cette expression. Heu, une autre expression que j'ai choisie pour vous, qui est l'image avec la voiture, c'est, conduire dans des tablettes de chocolat. Normalement, cette expression ne fait pas sens pour vous, car vous n'êtes pas issu de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, cette expression veut simplement dire que la route est mauvaise. C'est une route avec des nids de poules. Heu, si je vous place ça dans une conversation et que vous ne savez pas, que vous n'avez pas les références de cette expression, vous ne comprendrez rien et pour vous, ça sera étrange et vous imaginerez d'une manière très premier degré que la personne a conduit vraiment sur des tablettes de chocolat. Mais pourquoi la route est pavée de chocolat? Et en plus, il fait chaud, pourquoi le chocolat, il ne fond pas? Et vous voyez, il y a quelque chose dans votre pensée qui va se mettre en mouvement, qui ne fera pas sens. Moi, j'ai le malheur d'utiliser énormément d'expressions dans mon quotidien et régulièrement, j'ai été confronté à des malentendus, comme une personne qui arrive en retard et je lui dis: «Vous avez une panne de réveil?» J'ai tout de suite vu à sa tête que cette expression ne faisait pas sens. Il ne comprenait pas, alors c'est pas panne de réveil, mais panne d'oreiller. Comment son oreiller pouvait tomber en panne? Est-ce qu'un oreiller, ça se répare? On imagine en tout cas que tout de suite, il y a quelque chose qui se met en mouvement parce que l'expression, n'est pas comprise. Enfin, sur l'implicite, vous avez un thermomètre gelé et une fenêtre ouverte. Si en réunion, prenons cet exemple-là, je dis à ma collègue, «Tu trouves pas qu'il fait un peu froid?» Peut-être que ma collègue va se dire: «Bah tiens, bah, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il a froid». Une personne avec autisme vous répondra d'une manière très premier degré: «Non» et ne comprendra pas le sous-entendu, l'implicite de, «Bah, en fait, j'ai froid et j'aimerais bien qu'on ferme la fenêtre». Ces situations-là, sont vraiment quotidiennes et en tout cas m'obligent moi en tant que professionnel aussi à m'ajuster et vérifier toujours que si je fais de l'implicite, ce que j'évite le plus possible, ou si j'utilise une expression, que nous sommes d'accord sur ce qui est en train de se jouer et en train de se passer. Ce qui peut, aider la personne avec autisme sur cette difficulté particulière, c'est d'expliquer son ressenti, essayer de mettre du sens sur le non-verbal. Ça nécessite, en tout cas pour moi, d'être très au clair aussi sur ce qui se joue pour moi d'un point de vue interne. Si la personne m'énerve, de toute façon, ça va m'échapper. Peut-être que le non-verbal, ressortira, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il sera plus simple pour la personne que je lui dise sincèrement: «Bah, ce que vous dites m'énerve» ou «Je comprends pas» ou d'être au clair sur mes émotions. On fera attention pour la compréhension littérale des choses, bah, aux mots qu'on emploie, parce qu'ils peuvent être parfois source de malentendus et créer comme ça des situations extrêmement, angoissantes, je dirais, pour certaines personnes avec autisme. Pour l'anecdote, j'avais reçu un monsieur qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, qui est arrivé dans un état d'angoisse très important, heu, tout simplement parce que dans le dossier MDPH avant, il était écrit que le certificat médical, devait avoir une durée de moins de 3 mois. Ce qui était faux, puisque la durée était à l'époque 6 mois et lui, il avait en plus compris qu'il devait renouveler son certificat médical MDPH tous les 3 mois et donc il se demandait comment il allait voir son médecin psychiatre tous les 3 mois ou son médecin traitant. Il a mal lu et interprété ou alors il a trop bien lu, l'information qu'il y avait sur le document du certificat médical et ça a généré pour lui de l'insomnie, de l'angoisse.
J'ai mis un certain temps à la réassurer pour lui expliquer que c'était pas 3 mais 6 à l'époque et qu'en plus, une fois qu'il avait ouvert ses droits pour X temps, il n'y avait pas besoin d'envoyer, tous les 3 mois ou tous les 6 mois un certificat médical. Cela dit, pour lui, il avait mal compris ou pris au premier degré l'information qu'il avait lue. On préférera toujours une communication directe, donc j'ai dû renoncer à mes expressions préférées, pour vraiment être le plus pragmatique possible dans mon intention de communication et être franc. Pour l'anecdote aussi, à force, c'est extrêmement agréable aussi de pouvoir travailler comme ça et de pas avoir peur, heu, d'être maladroit. Finalement, si on est maladroit, on le dit, la personne va se réajuster et en général, les personnes que je reçois, sont assez soulagées de cette franchise et de ce style très direct. Heu, c'est plus avec des collègues qui sont pas TSA que ça peut un petit peu heurter, cette franchise que j'ai développée. Mais en tout cas, pour le public, concerné, c'est extrêmement rassurant pour eux et ça les détend et au moins tout ce que j'essaie de partager ou de communiquer avec eux, c'est relativement clair. Pour les petits conseils, on essaiera de s'ajuster au profil langagier, hein. Ils ont tous aussi des compétences plus ou moins différentes. Moi, j'ai une technique, je place quand même une expression quand je rencontre une personne pour la première fois et je vais voir si ça prend ou si ça prend pas. Parce qu'il y a des autistes qui sont plutôt à l'aise avec ça, qui ont l'habitude d'expressions, ils les utilisent et finalement on va pouvoir se réajuster vers le haut, je dirais, dans un langage plus naturel. À l'inverse, pour certains, il faudra vraiment être clair, concis et structuré dans ce qu'on essaiera de communiquer. S'assurer de la disponibilité de la personne, le stress, la charge mentale qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont, tout pris, dans une question ou dans leur intérêt restreint sera aussi un facteur important. Je dirais c'est comme tout à chacun, hein. On n'est pas tous disponibles dans la communication, mais simplement s'assurer que la personne, est bien avec nous, que ce qu'on est en train de faire n'est pas trop long, hein, aussi la temporalité de l'entretien peut être un facteur favorisant une meilleure compréhension dans l'interaction. On peut parler lentement, ralentir le rythme parfois va être aussi extrêmement aidant et utiliser des supports concrets et visuels. Maintenant, quand je fais un dossier MDPH, j'ai un dossier MDPH et je vais pointer dans la partie B la case concernant les actes de la vie quotidienne. Le fait qu'ils puissent prendre appui dans mon travail, et ce n'est qu'un exemple, sur le dossier réel, va leur permettre de mieux comprendre ce que j'essaie de leur expliquer. Il m'est même arrivé parfois de faire des entretiens d'information avec un PowerPoint, parce que le support visuel permettra à la personne de, voir ce que je dis et de mieux comprendre. À l'inverse, on sera vigilant, c'est qu'ils sont pas forcément tous multicanaux. Donc quand ils sont en train de lire, on attend qu'ils lisent et quand on désire qu'ils nous écoutent, on se met à parler et on essaie de différencier les choses. Vous arrivez à peu près, j'espère, à regarder mon PowerPoint et à m'écouter et les choses se font de manière plutôt fluide. Pour une personne avec TSA, c'est pas si évident que ça. On ajustera son niveau de langage, évidemment, mais ça, c'est comme partout et on n'hésitera pas à reformuler si on devine ou si on pense que ce qu'on a dit n'était pas forcément clair. La reformulation, technique d'entretien classique, s'avère quand même extrêmement efficace pour des personnes qui ont des difficultés de communication. Les compétences socio-émotionnelles. Alors ça, c'est une slide un peu chargée, mais j'ai pas réussi à faire moins, mais je vais partir de votre droite sur la conscience sociale. Les compétences socio-émotionnelles vont regrouper un ensemble de compétences, notamment l'empathie, respecter les normes sociales. On va retrouver les compétences relationnelles, donc le sentiment d'appartenance, fait partie de ces compétences-là. On ne parlera pas d'autodétermination, mais ça fait partie aussi des choses importantes quand on travaille les questions de l'autodétermination, l'appartenance au groupe. Elle nécessite une communication qui est claire. Cette compétence relationnelle, elle permet aussi de résoudre des conflits, et cetera, et cetera. Et je vous ai mis ce petit personnage de Vice Versa, qui est tout tristoun. Je vous donne un exemple. Vous arrivez au travail et votre collègue Maryse fait cette tête. Vous allez très vite comprendre que Maryse, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis Maryse, elle va venir vous voir et puis elle va vous demander d'une petite voix, «Ça va toi?» On peut deviner que Maryse a très envie de parler de sa difficulté du moment parce que ça va pas. Une personne avec autisme peut passer complètement au travers de ces informations.
Déjà, sur le ça va toi, il va répondre premier degré, oui, ça va, passer son chemin, ne pas du tout comprendre que que la collègue est triste, voire il comprend pas pourquoi elle est triste, ça ne fait pas sens, etc., etc. Cette difficulté à décrypter tout ce qui va se jouer au niveau des émotions va avoir des conséquences en cascade. Parce que peut-être que Maryse, elle va se vexer et elle va se dire, bah voilà, Jean-Jacques, bah, il est pas sympa, c'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Bah non, Jean-Jacques est autiste et Jean-Jacques ne sait pas décrypter certaines choses. Et donc, bah, il continue sa journée comme il le fait toujours, parce que voilà, pour lui, il ne prête pas intérêt à cette émotion ou à ce langage verbal, non verbal, exprimé par Maryse. Et donc, il va pas réussir à identifier les émotions de sa collègue. Même lui, au niveau de l'identification de ses propres émotions, ça va être compliqué. Et donc, au niveau de la qualité des interactions, bah, forcément, ça va avoir un impact. On sait, hein, pour des personnes, des autistes de bon niveau dans le cadre professionnel, pour certains, ils se sentent exclus des équipes parce que simplement, ils n'arrivent pas à se normer, à comprendre, que, bah, on peut être copain avec Maryse à 9 heures et puis se disputer à 10 heures sur un dossier et puis manger ensemble et rire, sur des sujets un peu, du quotidien et se quitter, très fâché à 17 heures. Là, il y a trop d'informations, ce n'est pas clair. Voilà, c'est plutôt des penseurs qui, fixent les informations. Voilà pour la partie communication et interaction de manière très rapide. J'interviens maintenant sur les, intérêts restreints, répétitifs et les comportements routiniers. Ils concernent 4 grands domaines, donc là aussi les choses sont évidemment très intriquées, mais pour l'exercice de ce matin, il a fallu quand même, être pédagogue. On va retrouver les intérêts, restreints, des routines, des stéréotypies et des expériences sensorielles un peu différentes. Sur les intérêts restreints, ce qui va caractériser, un intérêt restreint ou une passion ou une prédilection, spécifique, c'est l'intensité, dans la recherche ou dans la place que ça va prendre dans la vie de la personne. Je reprends, la personne qui aime les cactus. Si elle doit, arroser toute la journée des cactus à des horaires spéciales parce qu'en fonction de la lumière et de la température, ça s'arrose pas de la même façon, qu'elle a dans une pièce de 10 m², 400 plantes et que, au-delà du fait de ne pas dormir la nuit pour les arroser, elle se néglige au niveau de son hygiène, vous vous rendez compte que, ce n'est pas votre fleuriste, qui vous vend des cactus, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement envahissant, dans ce centre d'intérêt. On va repérer 2 types, de profils. Les collectionneurs qui vont amasser des objets qui sont très importants pour eux et très intéressants, les petits soldats de plomb ou alors, des personnes qui vont engranger énormément de connaissances sur un sujet. Cette, ces intérêts de prédilection peuvent avoir, mais là aussi c'est non exhaustif, plusieurs fonctions, comme surmonter une peur. Voilà, il y a quelque chose qui m'inquiète et je vais beaucoup me renseigner sur le sujet pour essayer d'avoir un petit peu moins peur. Évidemment, c'est une source de plaisir infini pour les personnes avec autisme. Pour ceux qui ont des intérêts de prédilection, quand ils se mettent à, en parler, bah, ils sont intarissables, ils s'ouvrent. On voit vraiment qu'ils sont, pris, dans ce qu'ils sont en train de vous dire. Par contre, si vous voulez parler de quelque chose qui vous intéresse, bah, la personne va se fermer et vous allez très vite sentir que, ce n'est pas intéressant pour l'autre ce que vous êtes en train de raconter. Et enfin, là, c'est dans le livre sur les Asperger aussi que j'ai lu ça, ils peuvent aussi se créer un monde alternatif. Le passionné d'Harry Potter, peut-être qu'au niveau de son estime de soi, le fait de s'identifier à un héros ou à un monde imaginaire, bah, sera extrêmement valorisant pour lui. Et c'est vrai que j'ai rencontré, par exemple, des fans, d'Harry Potter et on voit tout de suite, ce monde imaginaire est vraiment une source importante avec des intérêts et des bénéfices secondaires extrêmement importants pour la personne. Ces intérêts, c'est un atout parce que ça peut aussi nous permettre d'entrer en relation avec eux. À l'inverse, ça peut être une réelle difficulté. Si votre enfant fait une crise et vous demande de faire 300 kilomètres pour faire la braderie, dans une campagne éloignée pour aller chercher le petit soldat de plomb, qui coûte sûrement très cher parce qu'il est extrêmement rare et que s'il a pas ça, bah, vous ne pouvez plus rien faire avec votre enfant. Vous vous rendez bien compte qu'au quotidien, c'est extrêmement usant.
Et ça crée aussi de l'isolement social parce que si la personne n'est pas capable d'avoir un échange constructif, mais n'évoque que ce qui l'intéresse elle, bah, à un moment, toujours en situation de travail, hein, bah, vous allez la fuir ou quand elle va vous embrayer sur Harry Potter, vous dites: «Bah, tu m'as déjà dit 100 fois à tous les repas, en plus tu n'écoutes pas, quand je te dis quelque chose, en plus tu me disputes parce que j'ai dit, une information qui est fausse, et toi ça t'offusque». À ce moment-là, bah, on peut avoir tendance aussi à fuir, ou alors la personne va se replier entièrement sur son intérêt de prédilection. Donc force, mais aussi, frein pour la personne, concernée. Les routines. Alors les routines, c'est une idée reçue parce qu'on a tous des routines. Voilà, chacun a sa propre routine. Vous vous levez le matin, vous allez aux toilettes, vous faites votre café, vous lisez, tel machin, vous allez sur les réseaux sociaux. Simplement, les routines pour une personne avec TSA, elles ont une fonction, d'être, rassurantes. C'est-à-dire que plus ils vont anticiper et prévoir ce qu'ils vont faire, plus ça sera, un problème de moins à régler pour eux. Et le fait de faire toujours la même chose, ça leur fait gagner énormément de temps. Cette routine, elle peut toucher, à la fois, bah, les intérêts restreints, une adhésion excessive à un comportement ou à un objet, la communication, là, c'est plus typique, mais des enfants qui vont répéter, des mots, pour aussi se rassurer ou, dire bonjour toujours de la même façon. Voilà, parce qu'on leur a appris que bonjour, c'était comme ça. Je vois dans certains établissements, certains enfants disent bonjour à tout le monde de manière individuelle. On leur dit: «Bah, quand il y a plusieurs personnes, tu peux dire bonjour tout le monde». Bah, la personne va se dire: «Quand il y a plusieurs personnes, je vais dire bonjour tout le monde». Sauf que chez le boucher, par exemple, bah, c'est moins adapté. Et cette routine aussi crée de la résistance au changement. C'est qu'à partir du moment où ils ont adopté une certaine façon de faire, pour changer, c'est plus compliqué pour eux. Un exemple aussi très rapide que j'ai lu, une autiste témoigne qu'elle mange que des tartines sur du pain industriel. C'est un vrai avantage pour elle parce que le pain, bah, c'est toujours le même, il est toujours uniforme, les tranches sont carrées, toujours de la même, taille et en plus, il suffit de mettre tout ce qu'elle veut sur sa tartine, elle sait que ça va constituer son repas. La question de: «Qu'est-ce que je vais me faire à manger?» qui pourrait être angoissante pour elle, bah, est réglée et du coup, elle mange ses tartines et la question de l'alimentation est réglée. Le fait que le pain soit toujours le même, qu'elle ait pas à se soucier de cette, tâche quotidienne-là, évite de générer de l'angoisse. Donc la routine, elle est vraiment très opérationnelle, sur certaines tâches ou certains actes. On parle aussi sur la résistance au changement de manque de flexibilité ou de rigidité. Heu, Moi, je parlerais plus de penseur en photo. Par exemple, un obsessionnel, va tenir absolument à boire son café dans une tasse rouge. Mais peu importe la tasse, ce qui est important pour lui, c'est qu'elle soit rouge. Pour un autiste, ça ne sera pas simplement que la tasse soit rouge, c'est que ça soit cette tasse et uniquement cette tasse. Parce qu'il a pris une photo que pour boire son thé, ça sera cette tasse-là et pas une autre. Et une fois qu'il a encodé la photo, si l'autre photo n'est pas la même, ça va générer une incompréhension. Et c'est vrai que cette idée de penseur en photo, est assez, fonctionnelle dans la compréhension de l'autisme. Si une éducatrice, est encodée par un enfant comme l'éducatrice avec un petit grain de beauté, le jour où l'éducatrice se fait enlever le grain de beauté, pour lui, c'est une catastrophe. Voire la personne est une étrangère, parce qu'il a encodé que son éducatrice, bah, c'est celle qui avait le petit grain de beauté en haut de la bouche et c'est une histoire avérée. L'enfant a eu extrêmement de mal à comprendre que c'était la même personne. Les mamans aussi, ça arrive, hein, qui vont chez le coiffeur. Pour une personne avec autisme, ça peut s'avérer extrêmement compliqué, bah, parce que c'est plus la même coupe de cheveux et que la photo avant d'aller chez le coiffeur, bah, c'est pas la même et on l'espère, que celle, qui est de la maman qui est sortie de chez le coiffeur. Sur les stéréotypies, ça c'est plutôt connu, on va parler de flapping ou de balancement. Donc le flapping, c'est, des enfants qui vont battre des mains devant eux. Les stéréotypies, elles peuvent être langagières, répéter des sons ou des mots, de manière, continue et aussi j'ai pris un exemple qui est plutôt connu, qui est l'alignement de petites voitures. Voilà, c'est un comportement stéréotypé. Normalement, une petite voiture, c'est fait pour jouer à la voiture. Bah non, pour l'enfant avec TSA, lui, il va prendre du plaisir à aligner, ranger par taille, classer, et ça fait partie des comportements stéréotypés.
Et enfin, pour ce qui concerne le sensoriel, je ne vais pas détailler toute la slide, mais on sait qu'ils ont des ressentis, des expériences particulières. Très sensibles à la lumière, pas du tout sensibles à la lumière, sensibles au bruit, sensibles à certains bruits. Moi, lors d'un entretien, la personne était gênée du bruit du stylo plume sur le papier et m'a demandé expressément de changer de feutre parce que pour elle, le bruit était une torture. Je ne m'étais jamais aperçu que mon stylo plume faisait du bruit avant qu'elle me le pointe, et donc hypersensible au niveau auditif. Toutes les conséquences dans le traitement de l'information, la sensorialité, les difficultés dans les interactions vont impacter la compréhension de ses émotions, la communication. Il faut décrypter le non-verbal qui a une place très importante, décrypter le contexte qui peut changer d'un endroit à un autre, etc. Plus le fait d'être un penseur en détail et parfois de n'avoir qu'une compréhension partielle de ce qui est en train de se jouer, ça a pour conséquence une énorme fatigabilité. C'est un point important que je voulais vous souligner ce matin, c'est que, même s'ils arrivent parfois à donner le change, malgré tout, on le sait, ça a un impact sur leur énergie et bien comprendre que ces choses que j'ai séparées d'un point de vue pédagogique, tout se joue en permanence, sur ce mode-là. Une personne disait que être autiste, c'est se réveiller tous les jours dans un pays étranger et de pas avoir les normes du pays, quoi. Cependant, si ils peuvent se retrouver en situation de handicap, évidemment, un environnement adapté, clair, structuré et prévisible sera extrêmement porteur pour eux. Et que ce qu'on pourrait considérer comme des déficits peut s'avérer être de redoutables qualités. Ils sont francs, ils sont honnêtes, ils ont un haut sentiment de la justice, même s'ils ont du mal à partager leurs émotions aussi, ce qu'ils vivent en eux, ça n'empêche qu'ils ont quand même, pour certains, une vie intérieure extrêmement riche. Simplement, contrairement à nous, bah, ils ont pas besoin de la partager parce que ça n'a pas d'intérêt de partager, ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ont le souci du détail, c'est des personnes qui sont extrêmement précises et rigoureuses, des compétences de mémoire pour certains incroyables et dans le monde du travail ou, peu importe où, leur environnement, ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement efficaces, dans les tâches qu'on peut leur demander. Ils sont perfectionnistes, hein, parce que, si, dans une usine, le protocole est celui-là, vous pouvez être sûr que la personne va faire le protocole de manière exacte. Il y a le PDG d'Andros, hein, qui a embauché des personnes, TSA, moyens. Il dit, en conférence, que le fait de confier, le traitement des matières premières aux autistes lui fait faire une économie de 40 000 € par an. Parce que si vous demandez à un autiste de mettre 1 tonne de pommes, vous pouvez être sûr qu'il, fera tout ce qu'il peut pour mettre 1 tonne exactement. Et aussi, on sait que les personnes avec autisme, dans cette façon différente de penser le monde, peuvent s'avérer extrêmement créatifs. Pour terminer, j'ai été très vite, hein. Une petite présentation du CRA quand même, parce que là aussi, quand j'étais en pédopsychiatrie, je pensais connaître le CRA et non, je ne connaissais pas le CRA et c'est en y travaillant que j'ai compris. Tous les CRA de France, sont régis par le même décret qui vont définir un ensemble de missions qui, en commençant par la gauche, sera l'appui au diagnostic, promouvoir les recommandations de bonnes pratiques. On fait des sensibilisations, auprès du grand public. On fait de l'appui aux équipes MDPH, c'est important aussi. On est sollicité parfois pour sensibiliser, les agents de la MDPH ou pour aussi, intervenir sur certains dossiers. On fait de l'animation de réseau sur le territoire qu'on couvre. On apporte notre expertise, aux politiques, l'agence régionale de santé, les services territoriaux, les services de l'État et cetera. Et puis on a aussi une mission d'accueil, d'écoute, d'orientation et de conseil. Juste pour le diagnostic, vous rappeler que, les CRA n'interviennent pas en première intention. On intervient toujours pour le diagnostic en articulation avec des dispositifs de soins que sont, les CAMS, les lieux de consultation pédopsychiatriques, CMPP et CMP, les plateformes diagnostiques qu'on appelle EDAP, les plateformes de coordination et d'orientation qu'on appelle PCO et puis aussi les intervenants en libéral. Pour, qu'un enfant ou un adulte soit adressé au CRA, il faut absolument qu'il y ait un médecin référent dans la boucle, un médecin spécialiste
Et pour les mineurs, évidemment, il faut qu'on ait un courrier des parents pour être sûr qu'on a l'autorisation des responsables légaux. Là où le CRA intervient, c'est pour les cas dits complexes. Ils ont leur définition, la slide n'est pas très belle, mais vous pourrez vous y référer. Simplement, quand le diagnostic différentiel est difficile à établir, on peut avoir un enfant qui a un diagnostic d'hyperactivité très repéré, mais le médecin suspecte qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. En établissement, une personne avec des troubles moteurs, et une déficience intellectuelle sévère, sera repérée en disant: «Bah, tiens, il y a du trouble moteur, il y a de la déficience intellectuelle, mais il y a peut-être aussi, de l'autisme». Là, le CRA sera compétent parce qu'on est sur des profils complexes. Les situations particulières, hein, des tableaux cliniques un peu atypiques, des choses qui sont pas forcément très classiques ou mal repérées dans la trajectoire développementale, où le médecin va se dire: «Bon, j'ai un doute, je vais demander l'appui du centre ressources autisme». Et enfin, quand les professionnels, du territoire ou les professionnels locaux, sont en désaccord sur le plan diagnostique, évidemment le CRA, et son expertise sera, importante à solliciter, à mobiliser. Vous rappelez que si vous avez la moindre question, en fait, il faut nous appeler. On a une permanence téléphonique, du lundi au vendredi. Le numéro de téléphone, il se retient facilement puisque c'est 0320, le département de l'Oise, le département du Pas-de-Calais et le département du Nord. 0320 60 62 59. C'est très facile à retenir et on peut éventuellement recevoir les personnes, professionnelles ou familles, sur rendez-vous où ils peuvent se présenter directement au CRA. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de répondre à leurs questions. Ça, c'est la mission de mon équipe avec mes collègues éducateurs spécialisés, psychologues et ma collègue, assistante sociale, Marine Delandre, pour ne pas la citer. Pour résumer ce que j'essaie de vous raconter ce matin, on retiendra que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, que les causes sont pas, gravées dans le marbre et qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont faire que cette trajectoire développementale va tendre vers un trouble du spectre de l'autisme. Le diagnostic, il doit être posé par un médecin, hein. Les personnes, qui pensent que les psychologues, par exemple, peuvent poser le diagnostic, non. Les psys viennent en appui à un médecin spécialiste et ce diagnostic, il est évolutif dans le temps. L'autisme, c'est à la fois une difficulté dans la communication et les interactions, des comportements répétitifs, qu'on appelle intérêt restreint. Le sensoriel est particulièrement impacté, soit ils sont très sensibles, soit ils sont peu sensibles et je dirais même que sur le même sens, la personne peut avoir des sensibilités très différentes, ne pas supporter qu'on la frôle, mais avoir parfois besoin d'être serré très fort pour se décharger. La dyade plus les particularités sensorielles sont extrêmement fatigantes. Ce sont des personnes très fatigables. Concernant le CRA fait évidemment de l'appui au diagnostic, mais en appui des structures locales et n'intervient que pour les cas complexes. Et enfin, appelez-nous. Voilà, il n'y a pas de questions idiotes. Vaut mieux, vérifier une information ou prendre de l'information auprès de nous, pour ce qui concernera les TSA ou le parcours diagnostique. Et je vous ai laissé le site qui a été refait, récemment, là aussi qui est une mine d'informations, importante et mon mail si vous aviez des questions après cette présentation. C'est fini. Merci beaucoup Adrien, pour cette présentation qui est à la fois synthétique, éclairante, pour les exemples concrets, pour les conseils, c'était vraiment très concret. Merci beaucoup. Je vous propose alors je pense qu'il y avait pas trop de questions dans le chat. Je vous propose de vous y référer, pour éventuellement y répondre, à moins que vous y ayez déjà répondu dans la présentation. Hem Alors, TSA-SDI sans déficience intellectuelle, donc voilà, la réponse y est. Peut-on être TSA léger et avoir une déficience? Je pense que vous y avez répondu aussi dans la présentation. Oui, l'intelligence, c'est un facteur, mais il n'est pas unique. Donc le côté, moyen, ça peut être une intelligence normale ou un peu basse, mais cela dit, il y aura quand même certaines compétences qui seront élevées. Donc les profils sont extrêmement variables. Vraiment c'est l'ensemble des critères, qui vont permettre de définir un profil, mais vraiment d'une personne à une autre, c'est extrêmement, labile comme diagnostic
Et puis aussi, il peut y avoir des événements de la vie qui font que l'intelligence va être impactée, hein. Manque de stimulation tout au long de la vie, bah, l'intelligence peut aussi baisser. Donc, à un instant T, on peut avoir une intelligence normale, et puis la trajectoire développementale et le parcours de vie fait que l'intelligence sera un petit peu impactée. À l'inverse, si on restimule la personne, bah, ça peut remonter. OK, bah, écoutez, je rejoins les collègues parce que du coup, j'étais en train de lire, les commentaires également. Je rejoins les collègues qui vous remercient pour, cette présentation très claire et enrichissante, et dynamique. Là, je peux confirmer aussi. Bah, merci encore Adrien. Donc du coup, bah, le support vous sera envoyé, cette semaine. On va se retrouver nous, donc après les grandes vacances. Donc prochain rendez-vous dès 1 heure pour l'autonomie le 26 septembre. Donc au programme du temps d'information, ce sera, je pense, sur le CESU, donc nouveau défi, donc à relever pour que ce sujet vous soit présenté simplement et utilement. On va essayer. Donc bah, écoutez, je remercie vraiment encore Adrien, hein, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et puis de très belles, vacances à venir. À bientôt. Merci Adrien.